Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin du père du pop art. Andy Warhol a révolutionné l'art du XXe siècle avec des tableaux sérigraphiés aux couleurs acidulées. Plus qu'un peintre, il se voulait un roi des affaires, un artiste du consumérisme. Malgré sa réussite, l'homme derrière la façade déjantée est étonnamment mélancolique, en proie aux démons de ses désirs homosexuels dans une Amérique qui peine à rompre avec son puritanisme. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en 2 parties. Andy Warhol, Pop Art Mélancolie. Épisode 1, L'homme à la perruque blonde. Nous sommes à New York le 3 juin 1968. Andy Warhol prend l'ascenseur qui monte à son atelier, la Factory. Dans la cabine avec lui se trouve Valérie Solanas. Cette lesbienne militante qui voue une haine profonde aux hommes fréquente l'atelier de Warhol depuis quelque temps. Andy ne lui prête pas attention. Elle ne cesse de l'ennuyer avec un scénario qu'elle a écrit. Les grilles de l'ascenseur s'ouvrent. Andy entre dans l'atelier aux murs argentés. Plusieurs de ses assistants s'affairent déjà dans la grande pièce entre les bouteilles d'alcool vides et les traces de cocaïne sur les tables. Le téléphone sonne, Andy décroche. C'est son amie, l'actrice Viva, qui l'appelle depuis son coiffeur. Une conversation badine commence. Andy tourne presque le dos à Valérie restée devant l'ascenseur. Elle sort un revolver de son sac et tire plusieurs fois. Andy Warhol s'écroule dans une flaque de sang. Pittsburgh, à la fin des années 1920, est une ville industrielle de Pennsylvanie. La fumée qui sort des cheminées des usines de charbon et d'acier rend le ciel encore plus gris qu'il ne l'est habituellement au nord des États-Unis. Ondrej Varola est venu de Tchécoslovaquie pour vivre le rêve américain. Il travaille autant qu'il peut pour nourrir sa femme Julia et ses 3 enfants. Le petit dernier, Andrew, est un peu chétif et en mauvaise santé. Il reste souvent à la maison où il se délecte de son plat préféré, la soupe à la tomate Campbell avec des sandwichs au fromage. Andrew apprend à dessiner avec sa mère. Ça occupe une bonne partie de son temps entre l'école et l'église catholique byzantine Saint-Jean-Chrysostome. Il faut faire presque 10 km à pied pour s'y rendre, mais quel bonheur de s'asseoir sur les bancs, de contempler les icônes aux couleurs vives et de respirer les parfums capiteux de l'encens. C'est un peu un avant-goût du paradis. À l'adolescence, Andrew est loin d'être une star au lycée. Ses manières délicates et sa timidité maladive lui attirent l'inimitié des brutes de la classe. Mais il parvient à les amadouer en les faisant venir chez lui où il dessine leurs portraits. Flattés, mis au centre de l'attention, ces gamins paumés se sentent soudain importants. La voie d'Andrew est toute trouvée. Grâce à une bourse, il fait une école d'art. Son autoportrait, où il se met un doigt dans le nez, divise ses professeurs. C'est génial ou c'est très mauvais. En 1950, Andrew a 21 ans. Il arrive à New York avec $200 en poche et la ferme intention de devenir riche et célèbre. Il commence par se créer une identité. Il lui faut un look unique pour se démarquer. Il s'affiche avec une perruque blonde peroxydée pour dissimuler sa calvitie naissante. Il dessine des publicités pour les magazines et commence à utiliser un pseudonyme, Andy Warhol. Après la mort de son père, sa mère le rejoint et assure la logistique pour que son petit puisse se dédier entièrement à son art. Parfois, elle lui donne même un coup de main en calligraphiant ses affiches publicitaires. Ses clients adorent ce style baroque. Warhol est également sollicité pour faire des décorations de vitrines de magasins de luxe. Il dessine aussi des chaussures pour les grandes enseignes et en quelques années, sa fortune est faite. En 1960, il achète une belle maison de 4 étages dans le quartier chic de l'Upper East Side. Sa mère, Julia, occupe le rez-de-chaussée. Et lui,
il organise son atelier à l'étage. Un endroit où il peut peindre ce qu'il a envie. Pas des commandes, mais des œuvres d'art. Ses neveux viennent souvent lui rendre visite. Il les met à contribution pour tendre les toiles sur les cadres ou préparer des couleurs. Pendant ce temps, il peint en écoutant de la musique. Un jour, il décide de peindre la boîte de conserve rouge et blanche de son enfance, celle des soupes à la tomate Campbell. Il est repéré par l'agent artistique Émile De Antonio qui est fasciné par son travail. Andy a flairé l'air du temps. Ses œuvres sont le reflet parfait de la société de consommation. C'est justement cette société de consommation en pleine expansion qui inspire Warhol. Il estime que les affaires sont la conception la plus poussée de l'art. Il veut produire son art comme on produit des bouteilles de Coca-Cola, par série, de manière industrielle. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est une rupture totale avec 2000 ans d'histoire de l'art où le tableau est le fruit unique d'un artisan. Warhol a l'idée de sérigraphier des photos sur lesquelles il ajoute des aplats de couleurs. Il participe à la naissance du pop art, littéralement un art populaire, simple et accessible au plus grand nombre. En 1952, sa première exposition cartonne. Sa boîte de soupe Campbell est surnommée la Joconde de l'art moderne. À 32 ans, Warhol a trouvé sa place chez les artistes d'avant-garde de New York. Il peint la réalité crue en détournant des unes de journaux. La mort de 129 personnes dans un crash d'avion, 2 anonymes s'extirpant de la carcasse de leur véhicule après un violent accident. Il va même jusqu'à s'approprier l'image de la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Warhol peint l'Amérique et la brutalité du quotidien. Le 4 août 1962, l'actrice Marilyn Monroe est retrouvée morte à son domicile. La disparition brutale d'un tel symbole de l'Amérique inspire Andy Warhol. Il choisit 4 photos qu'il fait sérigraphier et rehausse le visage mythique avec des aplats de jaune, de rose et du rouge pour les lèvres. C'est le début d'une série d'icônes modernes avec entre autres Elvis et le couple Kennedy. En janvier 1964, Andy Warhol a 36 ans. Son succès le pousse à investir dans un atelier plus grand, sur la 47e rue. L'artiste en couvre les murs d'aluminium pour lui donner un cachet ultramoderne. C'est la Silver Factory, littéralement l'usine argentée. Comme Warhol veut industrialiser sa production, il recrute des assistants. Ils sont souvent jeunes, très talentueux et fascinés par le maître. Warhol ne peint presque plus, il donne des ordres et supervise les créations. À la Factory, Warhol s'entoure des marginaux de l'époque. Des gays assumés à moitié nus en permanence, des drag queens au physique archi-travaillé, des féministes militantes, des bourgeois décadents. Il y a de tout à la Silver Factory. La journée, tout le monde travaille d'arrache-pied. La nuit, c'est la fête. Les États-Unis des années 60 veulent faire voler en éclats les règles du puritanisme qui les asphyxient. Les fêtes de la Factory sont déjantées. C'est sexe, drogue, alcool et rock'n'roll avec le Velvet Underground, un groupe qu'Andy a déniché dans un petit bar miteux. Alors que la fête bat son plein, Andy est souvent seul, presque immobile au milieu de la pièce. Comme ses émotions le submergent souvent, il essaie de les faire taire en les ignorant et en restant à distance des autres. Il dit lui-même qu'il aimerait être un robot pour ne plus en avoir. Il regarde tout ce monde vivre comme un entomologiste sans réussir vraiment à prendre part à la fête. Dans toute cette foule bigarrée, il n'y a qu'une seule personne qui le touche. Jed Johnson. Jed a 20 ans de moins que lui, il est beau comme un dieu grec. Cet artiste en herbe a débarqué de sa campagne du fin fond du Minnesota pour vivre ses rêves.
Il est calme, rigoureux, doux, et les deux hommes se rapprochent discrètement. Dans les années 60, aux États-Unis, on pratique encore les thérapies de conversion. L'homosexualité ne sera dépénalisée qu'en 2003. Les gays se cachent pour vivre leur idylle et se marient souvent pour avoir une vie de famille normale, aux yeux des autres. Quand ils sortent ensemble, Jed et Andy se font passer pour des amis. Seuls leurs proches connaissent leur amour. En 1965, Warhol décide de prendre un tournant dans sa carrière d'artiste. Il veut faire du cinéma, mais du cinéma expérimental. Dans l'un de ses premiers films, Kisses, on voit des couples hétéros et homos s'embrasser au ralenti en noir et blanc. C'est tellement subversif que toute la presse en parle. Personne n'avait osé montrer ainsi l'intimité des autres. Mais toutes les créations de Warhol ne sont pas des succès. Le film Empire déclenche la colère des spectateurs qui lancent tout ce qu'ils ont sous la main sur l'écran. Il faut dire qu'un plan séquence de l'Empire State Building en contre-plongée qui dure 8 heures, c'est long, vraiment très long. Alors Warhol récidive avec un film à scénario dont il confie la réalisation à Jed. Le film s'intitule Bad et montre des scènes d'une rare violence. On y voit par exemple une jeune mère excédée qui jette son bébé par la fenêtre d'un building. La caméra suit la chute du poupon qui s'écrase au sol et macule de sang une belle brune en robe jaune dont les hurlements vrillent les tympans. Le film est massacré par la critique. Warhol a beau se défendre en clamant que les spectateurs n'ont rien compris, le résultat est là. Il perd de l'argent et rend Jed responsable de cet échec. Son amant accuse le coup. Il préfère cesser de collaborer avec Andy et il lance sa propre carrière de décorateur d'intérieur. Il se fait un nom dans le métier et gère une clientèle d'Américains fortunés et célèbres. En 1968, Andy Warhol est au sommet de sa gloire, mais il sait qu'il est déjà sur la pente descendante. Un drame l'oblige à regarder ses problèmes en face. Valérie Solanas, membre de la Factory, lui tire dessus. Elle n'avait pas supporté qu'il refuse son scénario. Pour sa défense, elle dira seulement au tribunal que Warhol contrôlait sa vie. Andy ne se rendra même pas au procès. Il a passé 5 heures sur une table d'opération pour réparer ses organes perforés. Le fait qu'il se réveille après l'intervention tient du miracle. Il rentre chez lui, traumatisé, dans la belle maison qu'il partage avec Jed. Il se regarde dans un miroir, son corps lui fait peur et il est tellement fragile. Il sera obligé de porter un corset autour de l'abdomen jusqu'à la fin de ses jours pour contenir ses organes meurtris. Mais au fond, il aime assez ses grandes cicatrices rouges et brunes. Ça ajoute une note artistique et bizarre à son image, sa propre création artistique. Pour transcender cette épreuve, il pose pour des photos le torse nu, le pantalon un peu défait pour rendre le corset bien visible. Son corps a l'air presque désarticulé, mais le visage est bien là, maigre et grêlé sous la même perruque blonde peroxydée. Andy Warhol n'est pas mort, et il est temps pour lui de se réinventer. On murmure à New York qu'il n'est plus à l'avant-garde. De toute manière, il ne veut plus fréquenter cette faune trop dangereuse de marginaux. Maintenant, Andy veut être entouré de gens très riches. C'est pour eux qu'il abandonne la Silver Factory et se lance dans de nouveaux projets artistiques totalement inattendus. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Andy Warhol, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent, le petit immigré tchécoslovaque de Pittsburgh s'est imposé à New York comme un roi de l'avant-garde. Après sa tentative d'assassinat par la féministe radicale Valérie Solanas, Warhol décide de réinventer son art.
Épisode 2. L'art est un business. Nous sommes à New York en 1976. Andy Warhol vient de se réveiller. Comme tous les matins, il décroche son téléphone et compose le numéro de son amie et collaboratrice Pat Hackett. Engourdi par le sommeil, l'artiste lui raconte sa journée de la veille et ses états d'âme. Pat enregistre sa voix et prend des notes. Elle a pour mission d'élaborer le journal intime de la star. Elle sait qu'Andy a besoin d'un public pour se raconter. Alors elle écoute. Elle est la seule à connaître en détail l'homme derrière le masque de l'artiste, juste avant qu'il ne compose, comme tous les jours, son personnage. Alors, face au miroir de la salle de bain, le frêle Andy devient l'icône Warhol. Traumatisé par la tentative d'assassinat de Valérie Solanas, l'artiste se détourne de ses amis marginaux. Il leur préfère la bonne société où il se sent plus en sécurité. Avec le succès, Andy fréquente désormais des millionnaires. Il leur parle de ses portraits et attend patiemment que ceux-ci aient l'idée de lui en commander un. Sa technique est cynique et revendiquée. Depuis plusieurs millénaires, les gens riches commandent leurs portraits à des artistes. Il lui suffit de stimuler leur vanité naturelle. Ensuite, Andy invite ses clients dans son nouvel atelier. Il les fait poser, prend près de 400 polaroïdes et en sélectionne 4. Même si la personne est sans charme, il finit toujours par trouver des clichés avantageux. Il fait sérigraphier les photos et donne ses consignes à son atelier pour les couleurs. Il se réserve uniquement la peinture de la bouche. S'il en suit les contours, il apprécie la personne. S'il ne l'aime pas, il déborde. Mais ça, seuls ses amis proches le savent. Ses clients sont heureux de rejoindre le panthéon pop des Marilyn Monroe et des Elvis. Pour cet honneur, il débourse entre 50 000 et 100 000 $. À la même époque, il poursuit une recherche plus personnelle sur les portraits de drag queens qu'il intitule Ladies and Gentlemen. À côté des starlets et des millionnaires, tous coulés dans le même moule qu'il photographie, il a besoin de trouver des modèles plus authentiques. Andy paye une centaine de $, ces modèles trouvés dans des bars pour faire une série de polaroïdes. Parmi eux se trouve Wilhelmina Ross, une drag queen noire dont les portraits s'avèrent particulièrement saisissants. Andy procède comme d'habitude. Il fait des sérigraphies qu'il peint. Les tableaux se vendent très cher pour l'époque, jusqu'à $1 million. Derrière le maquillage et le faste des costumes à paillettes, personne ne semble comprendre qu'Andy Warhol veut questionner le genre et repenser l'expression de soi. Warhol est victime de son succès et de sa stratégie. Il est devenu une marque qu'on achète pour être dans le coup. Ses modèles, eux, se sentent floués par Andy qui exploite leur image. Sa réputation se dégrade. Dans les années 70, la factory est une affaire lucrative mais sans âme. Dans le milieu de l'art, on dit que Andy n'est plus à l'avant-garde parce qu'il ne se renouvelle plus. Ses tableaux sont de sempiternelles variations. Pour lui, c'est un crève-cœur. Alors il cherche à revitaliser sa peinture en sortant beaucoup. À cette époque, il fréquente le Studio 54. Avec quelques amis, il s'aventure dans les clubs gays de New York. Ces endroits sont terriblement subversifs et très sexuels. Mais Andy reste lui-même. Il observe les gens. Il boit peu, fait semblant de prendre les drogues qu'on lui tend et feint de respirer le poppers qu'on lui agite sous le nez. Jed se sent abandonné, mais Andy continue ses explorations. C'est à cette époque qu'il rencontre Victor Rojas, qui se fait appeler Victor Hugo. Cet artiste d'origine vénézuélienne a fui son pays quelques années plus tôt, en 1973, au moment du coup d'État de Caracas. Il travaille maintenant sur Madison Avenue comme étalagiste dans la boutique du créateur Alston, qui est aussi son amant. Victor Hugo est un brun à moustache doublé d'un grand excentrique sans limite. Andy adore sortir avec lui car son caractère est l'exact opposé du sien. Un jour,
Victor Hugo débarque à la Factory avec des acteurs de porno gays. Warhol improvise un shooting. Il photographie leur sexe et des scènes de pénétration en très gros plans. Les polaroïdes s'amoncellent sur une table. Lorsque Jed débarque et découvre les clichés, il pique une crise de jalousie. Il lui reproche d'être tombé bien bas au nom de l'art. Vexé, Warhol sublime ce shooting en tableaux abstraits. L'exposition de la série Shadows, Les Ombres, est un succès. Il s'est inspiré de l'ombre portée des sexes masculins sur les murs pour peindre des formes colorées, souvent sur fond noir. Warhol poursuit son exploration de l'art non figuratif avec la série des oxydations. Il barbouille des toiles de peinture métallique ou prend des plaques de cuivre sur lesquelles il invite des amis à uriner. Les réactions chimiques du métal avec l'acide urique provoquent des oxydations verdâtres et des effets irisés. La critique compare ces tableaux abstraits aux toiles maculées de taches de peinture de Jackson Pollock, le peintre star de la génération précédente. Cette nouvelle série est donc adoubée par les amateurs d'art. Les journalistes et les collectionneurs saluent le renouveau de Warhol qui, en cette veille des années 1980, revient à l'avant-garde. Warhol investit aussi dans la presse avec son journal intitulé Interview. Il a un don pour faire parler les gens. Il mène très souvent les interviews de célébrités lui-même, il aborde des sujets sans fond pourvu qu'on entre dans leur quotidien et qu'on fasse de belles photos. En 1980, il décroche l'interview de Nancy Reagan, l'épouse du président conservateur Ronald Reagan. Warhol est un démocrate, mais il aime bien fréquenter les républicains parce qu'il compte de nombreux clients parmi eux. D'ailleurs, il fréquente souvent les soirées d'un jeune businessman nommé Donald Trump. Pour faire un coup avec son magazine, il décide de mettre Madame Reagan en couverture. Après le succès d'Interview, il décide de se lancer en 1971 dans l'aventure télévisuelle avec sa propre chaîne Warhol TV. Il adapte pour ce média les recettes du succès d'Interview. Il tourne chez lui, dans la belle maison décorée par Jed. Les stars montantes, comme Madonna, se bousculent pour répondre à ses questions. L'ambiance est très joyeuse et un peu provoque. Il diffuse aussi des clips de chansons qui commencent à ressembler à des petits courts-métrages. C'est l'âme du début des années 80. Encore une fois, Warhol se montre visionnaire. Et malgré tout ça, il s'ennuie. Comme il s'est toujours trouvé laid et qu'au fond ça lui pèse, il se lance un nouveau défi en intégrant des agences de mannequins. Il est parrainé par des amis. Le gringalet pose au milieu de modèles masculins ultra virils aux muscles saillants. Les apparences et les faux-semblants l'amusent énormément. Son agent est furieux. Il estime que Warhol mérite bien plus qu'un cachet de mannequin car son seul visage suffit à faire de la pub aux projets pour lesquels il pose. Mais pour une fois, ce n'est pas l'argent qui intéresse Andy. Il est simplement heureux d'avoir son visage dans les catalogues des agences. À la même époque, son couple avec Jed bat de l'aile. Le décorateur d'intérieur se sent délaissé. Andy n'est ni tactile ni démonstratif. Il est simplement content de rentrer dans un foyer bien tenu. Jed tente de ranimer la flamme par une manœuvre désespérée. Il fait une tentative de suicide. Warhol se sent coupable et l'apaise. Mais ça ne dure pas très longtemps. Alors Jed récidive. Mais Warhol n'aime pas particulièrement les expressions de faiblesse. La seconde fois, il se contente d'appeler des amis pour l'aider et quitte le domicile en colère. Peu de temps après cet épisode calamiteux, le décorateur quitte Andy Warhol pour un architecte avec qui il travaille. Nous sommes en 1981. Warhol est ravagé par le départ de Jed. Il ne supporte pas d'être seul dans sa grande maison. Il déteste ne pas être attendu, ne pas avoir quelqu'un à aimer. Un matin, au téléphone avec Pat Hackett, il lui confie sa décision de retomber amoureux, comme si on pouvait le décréter. Warhol a effectivement quelqu'un en ligne de mire,
John Gould, l'un des cadres de la Paramount. Il demande à l'un de ses amis photographes de les mettre en relation, puis il commence une cour assidue. Il envoie presque tous les jours des roses rouges à John. Au début, John résiste. La situation l'embarrasse. Il est le parfait gentleman, le gendre idéal. Il est même donné en exemple dans le guide du BCBG, le bon chic, bon genre, un terme qui désigne au début des années 80 une jeunesse dorée, bien née, bien élevée et élégante. Mais John se laisse séduire. En public, Andy et lui sont 2 amis. En privé, ils vivent une histoire d'amour passionnelle. Ils s'écrivent régulièrement des poèmes enflammés. Après la mort d'Andy, les journalistes se demanderont s'ils couchaient ensemble, parce qu'Andy n'était pas un homme très sensuel. Et selon les amis du couple, John dansait pour Andy. C'était leur façon de faire l'amour. Cette histoire très tendre, sans pour autant l'enfermer, est un point de repère dans la vie chaotique de Andy. En 1982, un ami invite Warhol à dîner. Il voudrait lui présenter le nouveau petit prodige de l'art, la star de la nouvelle génération. Warhol entre dans la salle de restaurant et dévisage le charmant jeune homme noir assis à la table de son ami. Il le connaît. Il n'y a pas si longtemps, il vendait des t-shirts qu'il décorait lui-même dans la rue et écrivait à la bombe des maximes sur les murs de la ville qu'il signait Samo. Un jour, il lui a même donné $40 pour l'aider. Warhol s'assoit à la table et salue Samo qui s'appelle en réalité Jean-Michel Basquiat. Il est le fils d'un négociant haïtien et d'une mère artiste. Il est plein de panache et très souriant. Il sort $40 de sa poche et les tend à Warhol pour lui rembourser son aumône à l'époque où il vendait des t-shirts. Après quelques instants de gêne, Warhol se sent plus à l'aise. De retour à la factory, Andy voit débarquer un livreur avec une toile dont la peinture n'est pas encore tout à fait sèche. Il découvre que Jean-Michel a peint leurs portraits l'un à côté de l'autre. Cette attention pleine de vie le touche. Andy est fasciné par Basquiat. Les 2 artistes passent beaucoup de temps ensemble. Tous les 2 ont déjà un nom sur le marché de l'art. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour exister. Mais ils peuvent s'apporter beaucoup, faire un coup artistique et marketing. Warhol est un peu amoureux de Jean-Michel, un de ses amours platoniques sublimés par l'art. Un jour, alors qu'il s'apprête à se rendre à Milan pour le travail, Basquiat décide de le rejoindre à son hôtel. C'est l'occasion pour Andy de faire une belle série de polaroïds de Jean-Michel nu au réveil. Les photos montrent une vraie connivence et une complicité entre eux. De retour à New York, le duo décide de peindre ensemble. Basquiat voit Warhol comme son mentor et Andy puise en Jean-Michel une inspiration nouvelle. Ils posent de grandes toiles sur le sol et peignent ensemble, chacun dans leur style. Warhol, qui n'avait plus peint lui-même depuis plusieurs années, conserve ses motifs inspirés par le monde de la consommation et Basquiat aime les recouvrir avec ses dessins. Souvent, Warhol se rebelle faiblement. C'était bien ce qu'il avait fait, pourquoi le recouvrir ? Eh bien, un peu par égo, Basquiat n'en manque pas. Et puis, son art s'est déployé dans la rue à la grande époque du graphe. Jean-Michel a commencé à peindre en recouvrant les murs et le mobilier urbain avec ses dessins. Recouvrir du Warhol, c'est une sorte de summum pour lui. En 1985, le duo fait une exposition commune. Ils posent en boxeur sur une affiche à fond jaune. À gauche, Andy, tout frêle, lève mollement ses gants, alors qu'à droite, Basquiat, torse nu, poing levé, le regard franc, semble défier le spectateur. Le public en raffole. Les 2 artistes ont peint près de 200 œuvres ensemble. Mais leur collaboration ne peut pas aller beaucoup plus loin. Basquiat se détruit avec la drogue. Il prend de l'héroïne parce que ses cloisons nasales trouées par la cocaïne ne lui permettent plus d'en prendre. Il est torturé par Dieu sait quel démon. La présence d'Andy l'apaise, mais Andy ne fait rien pour le tirer de son addiction. De retour à son propre style, Warhol, effrayé par la vieillesse et la mort, explore les thèmes religieux qui ont bercé son enfance.
Il décline la scène de Léonard de Vinci avec des couleurs pop, jaune et rose. Il dessine des Christ, le cœur sortant de la poitrine, et recouvre ses toiles de motifs de camouflage. Warhol revient à ce qu'il est, sa propre création qui se compose un visage et un personnage pour ne jamais être atteint. Warhol s'est toujours senti seul et bizarre. Se cacher derrière une apparence singulière, devenir riche et puissant, était le meilleur moyen de se protéger des moqueries et de la méchanceté des autres. Le 21 février 1987, Warhol se décide à subir une intervention chirurgicale pour soigner sa vésicule biliaire malade. Une simple opération de routine, sans complications. Il meurt pourtant 6 jours plus tard dans son sommeil d'une attaque cardiaque. Il a 58 ans. C'est la fin de ce récit consacré à Andy Warhol. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Moi, Virginie Giraud, je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Elise Bertil de la diffusion. Laissez-nous des étoiles. À bientôt au Cœur de l'Histoire.